président de la République a quitté Abidjan ce samedi pour la France où il prendra part à la COP21. Au cours de ce séjour, le chef de l'État se rendra également en République de Malte, en Afrique du Sud et au Bénin. L'Union internationale de la presse francophone section Côte d'Ivoire a un nouveau président. Adama Koné succède à Alfred Damboussa. L'Assemblée générale élective de l'UPF a eu lieu aujourd'hui dans les locaux de l'ISTC. Dans l'actualité sanitaire, l'OMS a déclaré aujourd'hui la fin de l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone. 2 périodes de 21 jours se sont écoulées sans nouveau cas depuis le second test négatif sur un patient guéri. Depuis les élections législatives qui se tiendront demain en Birmanie, à l'occasion de ce scrutin historique, la députée d'opposition et icône de la démocratie, Aung San Suu Kyi, entend mettre fin à un demi-siècle de domination de l'armée sur la scène politique. Voilà pour les sommaires. Bonsoir à tous. Bienvenue dans la grande édition. Au sommaire également, ce soir, la page culture, comme tous les samedis, un autre livre au cœur de cette lucarne. Côte d'Ivoire en route vers l'émergence, c'est le titre de l'ouvrage de 130 pages, écrit par Mohamed Younous. Entretien à suivre avec notre invité dans ce journal. Tout d'abord, ce soir, ce premier voyage du second quinquennat du président Ouattara. Le président de la République a quitté Abidjan ce samedi pour la France. Alassane Ouattara se rendra ensuite à La Valette, en République de Malte, pour prendre part les 11 et 12 novembre prochains au sommet sur la migration. Ce sommet réunira les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de l'Union européenne et leurs homologues des États africains partis au processus de Khartoum et de Rabat. Le président de la République participera ensuite à l'invitation du président François Hollande à la 21e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP21 du 29 novembre au 3 décembre prochain à Paris. Enfin, le chef de l'État se rendra à Johannesburg, en Afrique du Sud, pour le forum Chine-Afrique les 4 et 5 décembre 2015, puis à Cotonou au Bénin, où il participera au sommet de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA le 6 décembre 2015. Je vous le disais en titre, l'Union internationale de la presse francophone section Côte d'Ivoire a un nouveau président. Adama Koné succède à Alfred Damboussa. L'Assemblée générale élective de l'UPF a eu lieu aujourd'hui dans les locaux de l'ISTC. Frédéric Oulaï, Alexis Ouedraogo. L'Union internationale de la presse francophone section Côte d'Ivoire a un nouveau président. Adama Koné, journaliste à la RTI, remplace Alfred Damboussa. Le président sortant s'est dit satisfait du travail abattu et encouragé son successeur. Je voudrais vous dire sincèrement merci pour le choix que vous venez d'opérer. Koné, durant tout le temps que nous avons passé à la tête de la section, le temps que nous avons passé à la présidence internationale, Koné a été, de tous ceux qui étaient membres du bureau, celui qui a été le plus présent, celui qui a été le plus dévoué. Adama Koné a salué la confiance mise en sa personne. Il a présenté les lignes directrices de son mandat. C'est un gage de confiance et nous devons, notre génération, de faire en sorte que les acquis obtenus par nos prédécesseurs soient consolidés davantage et que nous puissions, par nos actions, apporter quelque chose, apporter un plus à l'UPF en Côte d'Ivoire. L'Union internationale de la presse francophone, créée en 1950, aura sa 44e assise à Lomé du 26 au 28 novembre prochain. Thème choisi, place et image de la femme dans les médias. Ce soir, on s'intéresse aussi à la rentrée académique 2014-2015 de l'université Jean-Laurent-Guédé. 4 ans après être passé d'unité régionale d'enseignement supérieur en université, URES à une université pleine, de nombreuses difficultés subsistent. L'une de nos équipes vous propose d'aller à la découverte de cette université qui a ambition de devenir un établissement de référence. Thérèse Tapeyoboué. Avec un effectif de 5000 étudiants, l'université Jean-Laurent-Guédé de Daloa a pour mission la formation des cadres spécialistes du développement local, rural et communautaire. Cette université compte 2 amphithéâtres d'une capacité de 530 places chacun, 15 salles de travaux dirigés, 8 salles de travaux pratiques et une salle informatique sur un site de 80 hectares appelé à atteindre à terme les 400 hectares.
Mais ces capacités restent insuffisantes vu le nombre croissant d'étudiants que compte l'université. Et nous attendons plus de 1000 étudiants pour la rentrée 2016. Et vous voyez que là, nous avons un inscrit d'une capacité de 500 places. Cela montre que ce sera insuffisant. Donc, mais un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Nous prenons cela en entendant et nous allons faire avec le temps que les autres amphis puissent sortir de terre. À cela s'ajoute le problème de transport et des chambres d'hébergement. En tout cas, beaucoup d'étudiants n'ont pas de chambre. Souvent, ils viennent dormir avec nous dans les chambres. Comme le constater, il y a 4 lits, mais il y a un 5e matelas. Ça veut dire que souvent, il y a une 5e personne qui doit avec nous. On emprunte, il n'y a pas de bus ici. On vient à pied. En marchant, c'est vraiment épuisant par moments, tout et tout. Plusieurs chantiers ont été ouverts pour combler quelques insuffisances. C'est un amphithéâtre de 530 places d'accueil qui est en construction. Ici, au niveau du bâtiment TD, c'est un bâtiment R+1. Au rez-de-chaussée, nous avons 8 salles de classe au rez-de-chaussée. Et au premier étage, nous avons 4 salles de classe. L'université compte aussi 5 unités de formation et de recherche, dont le tronc commun agroforesterie et environnement. Le développement de cette filière à Daloa répond à la nécessité de former des experts et des techniciens en matière de production végétale afin de relever le défi de l'autosuffisance alimentaire en Côte d'Ivoire. Dans la commune de Koumassi, au sud d'Abidjan, le centre de santé communautaire de la cité Houphouët-Boigny vient d'être doté d'une ambulance médicalisée. L'appareil, qui vaut 40 millions de francs CFA, devrait servir à renforcer évidemment le dispositif sanitaire de la commune, selon le donateur Nousangaré Grascando. Une dame était à terme, elle devait accoucher. Par manque d'ambulance, la situation était compliquée, on devait l'évacuer. Aujourd'hui, un lointain souvenir pour les habitants de la cité Houphouët-Boigny de Koumassi Campement. Le centre de santé communautaire de ce quartier vient d'être doté d'une ambulance médicalisée d'une valeur de 40 millions de francs CFA. Un don du ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Cissé Ibrahim Bakongo, par ailleurs député de la commune de Koumassi. Selon le donateur, il s'agit de renforcer le dispositif sanitaire de ce centre en vue d'apporter un plus à la santé des habitants de ce quartier. C'est un véritable campement en plein centre d'Abidjan, en plein cœur d'Abidjan, qui vit exactement comme on vit au campement, dans les conditions de vie des campements. Nous voulons donc changer cette situation. Heureux de recevoir une ambulance médicalisée dans leur centre de santé, responsables du personnel soignant et population de la cité Houphouët-Boigny de Koumassi Campement n'ont pas manqué d'exprimer leur gratitude aux donateurs. C'est un soulagement. Un médecin vraiment très content parce qu'à partir d'aujourd'hui, nous n'aurons plus de problème d'évacuation. C'est une grande joie pour nous. On est contents. Quand il y a un malade là, pour envoyer à l'hôpital, c'est un grand problème pour nous. Koumassi Campement a une population d'environ 100 000 habitants. L'ambulance du centre de santé communautaire de ce quartier va desservir 5 centres de la commune de Koumassi. L'actualité sanitaire, c'est aussi l'OMS qui a déclaré aujourd'hui la fin de l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone. 2 périodes de 21 jours se sont écoulées sans nouveau cas depuis le second test négatif sur un patient guéri. La Sierra Leone est l'un des pays les plus touchés en Afrique de l'Ouest avec 4000 morts en 2 ans. En tout, plus de 11 000 personnes en sont mortes sur le continent selon les derniers chiffres officiels de l'Organisation mondiale de la santé. Retour à l'actualité nationale avec le marché de Tanda dans le nord-est du pays qui est parti en fumée la semaine dernière. Le préfet du département et le maire de la commune ont rencontré des commerçants sinistrés. Ils leur ont apporté le réconfort et le soutien de l'État avant de recueillir leurs préoccupations. Mamadou Kouassi. 3 jours après l'incendie du marché de Tanda, les commerçants de la ville sont toujours sous le choc. Les autorités préfectorales de la localité et le maire de la commune de Tanda ont rencontré les commerçants pour leur témoigner la compassion du gouvernement et surtout recueillir leurs préoccupations. Le père a pris tout le marché un seul coup. Qu'est-ce que je peux dire, monsieur le maire? Si ce n'est pas pour m'aider, c'est tout ce que je peux lui demander. C'est un chant de tristesse. On est désolé pour notre brave population qui a investi toute leur vie à construire leurs affaires et qui, une nuit, part en fumée. On est en train de travailler avec le gouvernement.
voir comment est-ce qu'on peut assister cette brave population. J'avoue que les dégâts sont énormes. Les dégâts sont énormes. Pour le moment, nous allons faire nos rapports respectifs, attendre la réaction de l'autorité. Il ne faut pas se hasarder à porter des accusations. Ici ou là, les enquêtes sont en cours, nous serons tous situés. C'est dans la nuit du vendredi au samedi dernier que le feu a ravagé tout le marché des Tendards. Au-delà des dégâts matériels, l'on n'a enregistré aucune perte en vie humaine. La nationale A3, une voie internationale qui traverse la ville de Bouaké, est le théâtre de nombreux accidents de la circulation. L'une des causes, l'occupation anarchique de la voie par les transporteurs. Le constat de Kader Sogodogo. Des cars de transport et autres véhicules stationnant au mépris des règles du code de la route. Des commerçants et autres passants qui se servent de la voirie comme marché. Voici le quotidien de la nationale A3 qui traverse la commune de Bouaké pour allier le nord et les pays limitrophes. Une situation qui encombre véritablement cette route pour faire d'elle un lieu dangereux où perdre sa vie est régulier. Le dernier drame, c'est 2 corps. Pour les responsables du ministère des Transports, les causes sont connues et des mesures seront prises. Les trottoirs sont faits pour les piétons, mais on se rend compte qu'à un certain moment de la journée, ces trottoirs sont soit utilisés par les transporteurs, soit utilisés par des vendeurs. Si bien que le piéton se sent obligé d'utiliser l'espace destiné aux véhicules. Il faudrait qu'on dise aux motocyclistes d'aller doucement. On est en train de mettre en place des séances de sensibilisation pour le respect et le contrôle de la vitesse. En attendant, ces accidents sont source de nombreux conflits, comme ce fut le cas entre chauffeurs de mototaxi et coxers de la gare routière. N'eût été l'intervention des forces de l'ordre, le bilan allait être dramatique. Le Palais de la Culture d'Abidjan abrite depuis avant-hier le Festival des musiques du monde, cadre de coopération culturelle et artistique entre pays. Ce festival s'est ouvert sur une soirée ivoiro-marocaine. En marge de cette soirée, la rédaction s'est intéressée à l'amitié ivoiro-marocaine de façon générale, une amitié qui se porte bien, de bons rapports entre pays établis depuis de longues années et qui concourt à l'intégration parfaite du peuple marocain en Côte d'Ivoire. Un sujet d'Éric Goré et de Serge Coléa. La Côte d'Ivoire entretient de bons rapports avec le Maroc. Le président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire indépendante, et Sa Majesté Hassan II, roi du Maroc, ont su construire une amitié forte ainsi que des liens de coopération et de partenariat entre ces 2 pays. Marocains et Ivoiriens vivent depuis toujours en harmonie. Ça fait plus que 10 ans que je suis en Côte d'Ivoire et j'ai fait mes études en Côte d'Ivoire et ensuite j'ai travaillé en Côte d'Ivoire. Je me sens très à l'aise, je me sens ivoirienne plus que marocaine. Les Ivoiriens, ce sont des gens qui sont très sympas d'abord. Ils sont des gens qui sont éduqués. J'aime beaucoup les sauces, surtout les sauces arachides, les sauces feuilles, les sauces claires, kidjino, etc. J'ai plein d'amis ivoiriens. Je profite même de votre antenne pour les saluer, pour leur dire vraiment merci pour l'accueil, parce que c'est un peuple même formidable. Les Ivoiriens sont formidables, accueillants, hospitaliers. Casablanca s'impose de plus en plus comme une destination de choix pour les commerçants ivoiriens, surtout dans le domaine de la maroquinerie. Le royaume chérifien accueille de nombreux étudiants ivoiriens dans ses grandes écoles. Un exemple de coopération sud-sud fortement apprécié des Ivoiriens. C'est depuis le bas âge, nous autres sommes nourris à cette grande amitié qui existe entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. Pour pouvoir mettre cela en relief, il n'y a même pas de visa entre les 2 pays. Et moi qui suis du domaine de la culture, je sais déjà que le Maroc octroie régulièrement des bourses à nos étudiants dans le domaine de la formation artistique. La communauté marocaine vivant en Côte d'Ivoire se sent parfaitement intégrée. La récente visite du roi Mohamed VI est venue renforcer l'amitié entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. À l'étranger, le Burundi, ce samedi expire l'ultimatum fixé par le président Pierre Nkurunziza aux contestataires burundais accusés de détenir des armes. Dans un discours à la nation en Kirundi tenu lundi sur la chaîne nationale, le chef de l'État exhortait les détenteurs d'armes à feu résidant dans la capitale à les remettre spontanément aux forces de l'ordre.
Une semaine après le crash de l'Airbus dans le Sinaï, l'Égypte reproche aux pays étrangers de ne pas lui avoir révélé tous les éléments techniques relatifs à cette affaire, alors que les États-Unis privilégient la piste de l'attentat à la bombe. Plus précisément, le Caire s'est étonné que les informations techniques sur le crash de l'Airbus A321 dans le Sinaï ne lui aient pas été communiquées. Et ce tête-à-tête historique très attendu ce samedi entre le président chinois et son homologue taïwanais, les présidents Xi Jinping et Ma Ying-jeou se sont rencontrés aujourd'hui à Singapour, une première depuis la fin de la guerre civile en 1949, marquée par la victoire des communistes et le repli des nationalistes dans l'ancienne Formose. Alexis Ouedraogo. Le chef de l'État chinois Xi Jinping et le dirigeant taïwanais Ma Ying-jeou se sont serrés la main pendant plus d'1 minute et ont souri devant les journalistes dans une salle archi-comble d'un hôtel de Singapour. Nous avons été isolés pendant plus de 60 ans et aujourd'hui nous pouvons nous asseoir et parler. Ce n'est pas évident, nous devons y aller par étapes et chercher un terrain d'entente tout en conservant nos différences. Cette rencontre à Singapour en marge d'une visite d'État de M. Xi est la première entre les deux dirigeants depuis la fin de la guerre civile et la proclamation par Mao Tse-tung de la République populaire de Chine. Aucun accord n'a été annoncé à l'issue de ce sommet d'1 heure, dont la portée est avant tout symbolique entre les deux parties, qui refusent toutefois de reconnaître formellement leur légitimité réciproque. Durant cette rencontre, aucun des deux dirigeants ne s'est adressé à l'autre sous l'appellation président, mais monsieur. Taïwan a perdu son siège aux Nations Unies en 1971 au profit de la Chine et seuls 22 pays reconnaissent formellement l'île, ce qui provoque un important ressentiment parmi les Taïwanais. C'est demain, dimanche, qu'auront lieu les élections législatives en Birmanie. À l'occasion de ce scrutin historique, la députée d'opposition, icône de la démocratie, Aung San Suu Kyi, entend mettre fin à un demi-siècle de domination de l'armée sur la scène politique. Ses adversaires du parti des anciens militaires actuellement au pouvoir n'ont cependant pas un mauvais bilan. À la veille des législatives en Birmanie, les inquiétudes se sont multipliées samedi. L'armée estimée à plus de 500 000 hommes a le droit d'un vote anticipé, inaccessible aux observateurs. Le 20 octobre dernier, pourtant, le chef de la mission d'observation européen s'était félicité de s'être vu promettre par le chef de l'armée l'accès au vote dans les casernes. Toutefois, aucun engagement écrit n'a suivi, une déception pour les observateurs, alors que l'accès aux casernes était l'un de leurs principaux motifs d'inquiétude. Les gens qui peuvent voter en avance sont les militaires qui vont partir en mission, les personnes âgées, les gens qui sont malades et les journalistes. Ces derniers jours, les inquiétudes se sont multipliées quant à la réaction du pouvoir tenue par d'anciens généraux convertis aux réformes depuis 2011 face à la possible victoire du parti de l'opposante San Suu Kyi. Le président Thein, ex-général et dernier premier ministre de la junte, met en garde contre la tentation d'imiter les révolutions populaires du printemps arabe. Il a affirmé dans une allocution télévisée que le gouvernement et l'armée respecteront le résultat du vote. La Ligue nationale pour la démocratie de San Suu Kyi dit craindre de possibles fraudes, notamment lors du vote anticipé. Au cœur de la page culture ce soir, je vous le disais en début, un autre livre, Côte d'Ivoire en route vers l'émergence. C'est le titre de l'ouvrage de 130 pages écrit par Mohamed Younous, entretien à suivre dans quelques instants. Mais déjà, des échos de la 3e édition des Poro Music Awards. L'événement s'est tenu hier au Palais de la Culture de Treichville. C'est une cérémonie de distinction qui honore et célèbre la musique ivoirienne, africaine et de la diaspora. 8 artistes ont été récompensés dans 12 différentes catégories. Nousangaré, Serge Koléa. Ismaël Isaac et le groupe Zouglou Makers sont les 2 grands vainqueurs de la 3e édition des Poro Music Awards. Le reggaeman Glan 3 Louri, meilleur clip vidéo, meilleur artiste masculin de l'année 2015 et meilleure vente de l'année 2014 avec plus de 16 000 disques vendus.
Quant aux faiseurs de Zouglou, ils remportent le prix du meilleur espoir masculin et du meilleur album de l'année. Par cette situation difficile, ces prix viennent nous apporter de la force afin de continuer à faire du travail, afin de continuer à promouvoir la culture ivoirienne. On remercie le Seigneur, on remercie tous nos fans aussi qui n'ont pas cessé de voter. Et puis on remercie David Taïro. Au cours de cette soirée, 8 autres artistes ont été distingués, dont Serge Beno, élu meilleur artiste coupé décalé de l'année 2015. Célébrer et honorer la musique ivoirienne, africaine et de la diaspora dans toute sa diversité, c'est l'objectif des Poro Music Awards. Mais pour cette 3e édition, seuls les artistes ivoiriens ont été primés. C'est une très bonne chose que nous ayons instauré le Poro depuis 3 ans. Cela participe, n'est-ce pas, de l'émulation, n'est-ce pas, dans le milieu artistique. La spécificité de cette édition qui s'est concentrée sur les artistes nationaux nous a montré la bonne qualité de ce qu'on a en Côte d'Ivoire ici en matière artistique et notamment en particulier dans le domaine du chant et de la musique. Mis en compétition dans 12 différentes catégories, le choix des lauréats était soumis à l'appréciation du jury et au vote du grand public. Poro Music Awards se tient annuellement en Côte d'Ivoire dans le cadre du Festival des musiques du monde d'Abidjan. L'actualité culturelle cette semaine est aussi très marquée par le festival Abissa 2015, véritable carrefour d'expression du peuple Nzima Kotoko. Chez ce peuple Nzima d'ailleurs, les komians, c'est-à-dire les féticheuses, ont un rôle important dans la société. Ils jouent un rôle de protection du peuple. Pendant la période de l'Abissa, leur mission première est mise en veilleuse. Le reportage de Victorien Angwa qui revient sur le sens de l'Abissa. Le mot Abissa vient de Biza, qui signifie en Nzima demander, questionner. Dans le nouvel an qui commence, le peuple demande la santé, la prospérité. L'on formule des souhaits, dénonce les impairs pour l'équilibre social et l'harmonie au sein du peuple. Cependant, en faisant allusion au mythe d'origine, la tradition orale rapproche le mot Abissa de Boussa, qui signifie épier. L'Abissa, c'est 3 rythmes, le Gwa et Doudoulé, c'est-à-dire la procession. Ce rythme montre au peuple qu'on est là. La Belle Eboulé, ou la récolte du maïs, et qui est le symbole de la famille Mbavile, dépositaire de l'Abissa. Et le Dongolé, plus rythmé que les 2 autres, vient unir toutes les familles. Le Dongolé est accompagné du Bagbaké. En fonction de l'Edengolé, que le Bagbaké soutient la constance de l'Edengolé. Donc, quand il y a une petite défaillance ici, le Dongolé est un peu perturbé. Ici, le genre y est représenté. Ça me plaît. Quand je vois les garçons mélanger avec les femmes, c'est intéressant. Comme ça, je suis dedans. Il n'y a pas de malheur parce que c'est une fête où on enlève tout ce qui est malheur. Donc, c'est bon, c'est bon. Les gestes, les pas de danse renvoient aux gestes d'une personne qui écrase et qui met dans une situation de tracas, d'inquiétude. Tout cela pour dire que la critique se fait avec joie. La journée du jeudi à l'Abissa a été consacrée aux forces vives du peuple Nzima. À cette occasion, le président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo, et le ministre des Sports, Albert François Amicha, sont allés présenter le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations au peuple Nzima. Quant au vendredi, la journée a été dédiée aux chefs traditionnels Nzima, considérés comme les gardiens de la tradition. Herman Yamien. Une des attractions de cette journée dédiée aux forces vives du peuple Nzima a été la présentation du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations au roi d'Nzima Kotoko de Grand Bassam. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Touré, accompagné du ministre des Sports, Albert François Amicha, à travers cette initiative, entend présenter officiellement ce trophée remporté par l'équipe ivoirienne à la dernière édition de la CAN au roi et à son peuple. Aujourd'hui, j'ai la journée réservée au cadre Nzima. Et étant cadre Nzima, je me devais d'être là. Mais on a voulu coupler cette cérémonie avec la présentation du trophée de la CAN, non seulement à Sa Majesté le roi d'Nzima Kotoko, mais également au conseil municipal de Grand Bassam. La journée des cadres a eu pour thème l'union des forces vives des 7 familles, gage de l'émergence du peuple Nzima.
Au cours de cette journée, les chansonniers ont rendu un hommage mérité au président du comité d'organisation de la Bissa et à son équipe pour le travail abattu. Travail qui a permis aujourd'hui de positionner cet événement culturel au niveau international. La première chose, c'est que la Bissa est connue parce que l'humanité a reconnu certaines valeurs dans la Bissa. Et nous, en tant que membres de la communauté, nous avons le devoir de rendre service à cette communauté-là en mettant nos intelligences en œuvre pour que la communauté et le monde entier reconnaissent les valeurs de notre peuple Nzima. Le fait que la communauté aujourd'hui, dans la critique sociale, reconnaisse le travail que nous faisons, toute l'équipe, c'est-à-dire le comité d'organisation, cela fait plaisir. La journée du vendredi consacrée aux chefs traditionnels considérés comme les gardiens de la tradition a enregistré la présence de plusieurs chefs des villages Nzima et différents chefs de communautés Nzima du pays. Le gouverneur du district de Yamoussoukro, Augustin Thiam, et l'ambassadeur du Ghana en Côte d'Ivoire faisaient partie des invités de MAC. Ils ont pu voir et apprécier le riche patrimoine du peuple Nzima à travers les parades des familles alliées à Daolin et à Longomba, la critique sociale et également la parade des chefs traditionnels. La Bissa tire allègrement vers la fin. Ce samedi, comme il est de coutume, un hommage est rendu à un cadre Nzima. Cette année, c'est le professeur Francis Vaudier, l'ex-président du Conseil constitutionnel, qui est honoré. En 2016, la journée du manuscrit francophone sera organisée ici en Côte d'Ivoire. C'est ce qui ressort de la toute dernière édition qui a eu lieu à Paris. La 3e édition de la journée du manuscrit francophone a réuni à Paris auteurs, libraires, éditeurs de toute la francophonie. À l'honneur, plus de 150 auteurs de 35 nationalités. L'événement leur offre la chance de se faire connaître dans tout l'espace francophone, voire dans le monde. Le grand lauréat de cette journée du manuscrit francophone 2015, il est donc attribué à Madame Pauline Pucciano. Partenaire privilégié de l'édition 2015 de la journée du manuscrit francophone au siège de l'UNESCO à Paris, la délégation permanente de Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO et le ministère de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire. Permettez-moi, mesdames et messieurs, au nom de monsieur Maurice Kwaku Bondaman, lui-même écrivain, de féliciter les lauréats de ce soir qui voient leurs manuscrits édités. Ils ont prouvé qu'ils ont du talent. Je leur souhaite d'avoir une abondante production littéraire et une grande notoriété. La journée du manuscrit souhaite offrir aux auteurs l'opportunité de voir leurs livres publiés à l'occasion d'une grande célébration. L'initiative qui fédère des dizaines de milliers de personnes autour des réseaux sociaux ouvrira ses prochaines pages en Côte d'Ivoire. Maurice Bondaman, ministre de la Culture et de la Francophonie de Côte d'Ivoire, a été le parrain de la journée du manuscrit francophone. La journée du manuscrit doit beaucoup à la Côte d'Ivoire et c'est pourquoi nous avons vraiment le plaisir d'être l'année prochaine pour la prochaine journée du manuscrit à Abidjan. Rendez-vous est donc pris pour la 4e édition de la journée du manuscrit francophone à Abidjan, et c'est en 2016. Depuis 1992, chaque 7 novembre, l'UNESCO initie une journée consacrée à l'écrivain africain. Une journée qui permet à chacun de s'interroger sur la place et le rôle de l'écrivain comme acteur social. Sur la question, l'une de nos équipes a interrogé le président de l'association ivoirienne des écrivains, Josué Guébo, le point de Franck Quadio et Yasmina Kanga. J'entends de la cale monter, les malédictions enchaînées, les requêtements des mourants. Des lignes d'un livre comme un exutoire aux maux de la société. Le travail de l'écrivain, guidé, orienté, émerveillé, un acquis au fil des années, de Senghor à Zadi Zaourou jusqu'à Serge Abilé. Aujourd'hui, un engagement bien remarqué. Ça m'a apporté beaucoup de choses, ça m'a permis de comprendre que la vie n'est pas vraiment ce qu'on pense. Voilà. Il y a ce qu'on veut et il y a ce qui est. Voilà. Donc la réalité, parfois notre réalité est différente de la vraie réalité. Donc je peux dire, les écrivains nous permettent de revenir sur terre en fait. De l'écrivain, il a un rôle beaucoup plus éducatif. Voilà, il instruit beaucoup, il nous apprend beaucoup et nous permet aussi de découvrir beaucoup de choses qu'on ignore sur terre. Une connaissance cependant livresque de l'impact social de l'écrivain.
Pour Josué Guébo, président des écrivains de Côte d'Ivoire, celui-ci devrait jouer davantage sa partition. Il faut éviter d'assigner un rôle univoque aux écrivains. Vous savez que les écrivains sont des hommes de liberté, sont des créateurs, et la création n'est jamais aussi intéressante que quand elle est marquée par la liberté. Quelques pesanteurs existent, ce sont des pesanteurs liés aux difficultés de l'édition, à la donne économique, mais je crois qu'en termes d'espace de liberté, on peut estimer que les écrivains jouent leur rôle parce que le champ est ouvert. Mais n'oubliez pas que l'écrivain écrit aussi dans un espace mondialisé. Aujourd'hui, avec les technologies de l'information, on n'est plus confiné dans un espace géographique restreint. Entre-temps, ils sont nombreux affirmant avoir perdu le plaisir de lire, pas forcément la faute aux écrivains. Dans notre commune, il n'y a pas de bibliothèque pour amener les jeunes à lire. Parce que s'il y avait des bibliothèques dans certaines communes, on se dit, bon, ok, aujourd'hui je vais dans telle bibliothèque prendre un livre, lire quand même, mais il n'y a pas. Il y a ce qu'on livre, c'est vrai. Eux, ils doivent apporter, c'est-à-dire ils doivent nous instruire, ils doivent apporter l'éducation. Mais ce qu'on voit, c'est-à-dire physique, l'éducation des jeunes, de toute façon les jeunes se comportent, on voit que c'est différent. Voilà, bon. On ne peut pas aussi accuser les auteurs, c'est-à-dire on ne peut pas dire que c'est eux qui font ça. Remettre au goût du jour la question de l'importance de l'écrivain dans la société, créateur d'art littéraire, le sens de cette journée du 7 novembre consacrée à l'écrivain africain. Une journée initiée depuis 1992 à Dakar par l'Association panafricaine des écrivains et vulgarisée par l'UNESCO. Pour cette année, les écrivains ivoiriens ont décidé de célébrer le chantre de la littérature ivoirienne, Bernard Benlin Dadier. Lui, il est écrivain ivoirien donc africain. Mohamed Younous, expert financier de son État, est l'auteur de Côte d'Ivoire en route vers l'émergence. C'est le titre de son ouvrage de 130 pages. Mohamed Younous, bonsoir. Bonsoir, monsieur Delassoir. Qu'est-ce que vous pensez de cette journée consacrée à l'écrivain africain? Je crois que c'est une journée importante, en ce sens qu'elle permettrait à nos compatriotes de s'intéresser un peu plus au livre, et non seulement le livre, mais à la lecture et à l'écriture. Côte d'Ivoire en route vers l'émergence, c'est votre premier ouvrage. Oui. Vous entendez vous y arrêter? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut rester dans l'action et il faut continuer à s'exprimer à travers les livres et cela est très important. Mohamed Younous, le titre de votre œuvre est évocateur. Selon vous, quelle est cette route que la Côte d'Ivoire doit emprunter pour aller à l'émergence? Cette route s'inscrit dans la vision que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, essaie d'impulser à notre pays depuis maintenant 4 ans. Parce qu'effectivement, la route de l'émergence a ses fondamentaux. Et je donnerai quelques exemples. La croissance est là depuis 4 ans. Nous avons un taux de 8 à 9% de croissance depuis bientôt 4 ans. Il faut que cette croissance soit soutenue et qu'elle se perpétue. Et ensuite, le développement par les infrastructures économiques. Et en Côte d'Ivoire, on est tous contents de nos infrastructures aujourd'hui et cela doit continuer. L'amélioration de la gouvernance. Et aujourd'hui, beaucoup de réformes sont mises en place pour pouvoir améliorer la gouvernance avec la mise en place de la haute autorité à la bonne gouvernance. Et aussi, je m'arrêterai là, la réduction de la pauvreté par une meilleure redistribution des richesses. Et je pense que c'est ce que le gouvernement essaie de faire, notamment avec l'augmentation du SMIC, avec la régularisation des salaires à la fonction publique. Je pense que c'est des méthodes aussi qui viennent un peu redistribuer les richesses comme il se doit. Mohamed Younous, on aura l'occasion de poursuivre cet entretien juste après ces images que nous propose Sita Soro, images justement qui relatent l'activité de dédicace de cet ouvrage. Côte d'Ivoire en route vers l'émergence. 130 pages, 3 chapitres. La sécurité, la diplomatie, l'économie, les infrastructures routières, bref, tous les thèmes piliers de l'émergence sont passés en revue dans cette première œuvre de Mohamed Younous. L'auteur dit avoir été inspiré par le travail abattu par le président Alassane Ouattara. Cette œuvre n'a aucune injonction politique. On ne suit pas Alassane Ouattara dans le hasard. On le suit parce qu'il y a une histoire qui est là. Et quand vous lirez le chapitre 1, vous verrez que je parle de toutes les grandes réformes qu'il a initiées
lorsqu'il était Premier ministre de 90 à 93. Et moi, personnellement, c'est ces réformes qui m'ont séduit. Plus des milliers de participants mobilisés pour la dédicace de Côte d'Ivoire en route vers l'émergence. Pour les ministres de la République, collaborateurs du président Alassane Ouattara, personnage principal de cette œuvre, c'est un hommage mérité. L'émergence, c'est un travail d'ensemble, c'est un travail à tous les niveaux. Chacun doit faire en fonction de ses capacités, de ses moyens, de son inspiration, quelque chose. Bravo le président Félix Houphouët-Boigny. C'est lui qui a découvert le président Alassane Ouattara. Il l'a amené très tôt pour nous accompagner. Mais malheureusement, comme on le dit dans la Bible, la lumière est venue parmi les hommes, mais les hommes n'ont pas reconnu la lumière. Nous avons vu beaucoup de richesses dans tout ce qui a été dit dans cet ouvrage et nous souhaitons que les Ivoiriens se l'approprient, que les Ivoiriens puissent en peu de pages en réalité comprendre la philosophie de la politique qui est menée aujourd'hui par le président Alassane Ouattara. L'œuvre est préfacée par le président Henri Konan Bédié et postfacée par la grande chancelière Henriette Dagri Diabaté. Né en 1978, l'auteur Mohamed Younous est un expert financier. Mohamed Younous, dans la première partie de cette œuvre, vous revenez sur le parcours du président Alassane Ouattara. Vous dites que c'est un symbole d'espoir en faisant référence au parcours de l'homme. Ce parcours vous a-t-il inspiré dans votre carrière de financier? Oui, je dirais, parce que j'ai découvert, le Premier ministre d'alors, Alassane Ouattara, en 1990. Je venais de rentrer au lycée et j'ai observé avec beaucoup de recul toutes les réformes qu'il a commencé à mettre en place entre 1990 et 1993, notamment des réformes qui nous ont permis en fait de sortir de cette crise à cette période. Donc je pense qu'effectivement, il a pu impulser ma vocation, mon choix d'une carrière de financier. D'accord. Le titre du chapitre 2 de votre ouvrage, c'est « Un premier quinquennat aux acquis indéniables ». C'est important d'avoir des fondamentaux pour aller à l'émergence? Très important, je dirais. J'ai cité quelques fondamentaux tout à l'heure, mais je dirais c'est ce qui doit être fait ou ce qui est fait par les gouvernants, par l'État. Et nous constatons qu'il y a beaucoup qui est fait depuis 4 ans. Mais on ne va pas s'arrêter là. Et l'émergence, les fondamentaux de l'émergence s'appuient notamment sur chacun de nous. Je pense que chacun de nous doit être dans l'action. Chacun de nous, à son niveau, doit faire quelque chose. Chacun doit pouvoir, selon ses moyens, selon ses capacités et selon ses convictions, et travailler pour que nous puissions atteindre cette émergence. Parce qu'une chose est pour l'État de mettre en place tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, ce que j'ai cité, mais une autre, je pense que c'est les hommes, les Ivoiriens qui doivent se mobiliser, ils doivent travailler ensemble pour que les résultats soient vraiment probants. Alors, pour vous, quels sont les défis qui attendent le président Ouattara dans ce deuxième quinquennat? Les défis de ce deuxième quinquennat consistent à continuer en fait les réformes qui nous permettraient, je dirais, de faire ressortir ce Vous avez une idée sur des secteurs particuliers oui, justement, la lutte contre la corruption, qui est un facteur important pour atteindre cette émergence. Ensuite, je dirais l'amélioration de la gouvernance à tous les niveaux. Et à ce niveau, des réformes sont mises en œuvre par l'ensemble des ministères. Je dirais aussi le facteur social. Le social, parce qu'il faut accompagner nos compatriotes les plus démunis, les amener à pouvoir se soigner beaucoup plus facilement et rapidement. À ce niveau, la réforme sur la couverture maladie universelle est très salutaire. Donc voici des réformes qui vont continuer. Et ce qu'il faut en fait pour atteindre l'émergence, il faut que tout cela soit soutenu et que cela se perpétue dans la durée. Et je pense que c'est une fois que ça se passe comme ça qu'on pourra se rapprocher de cette émergence. Mohamed Younous, dans cet ouvrage, précisément dans la première partie, vous accordez un point d'honneur au parcours de l'homme Alassane Ouattara. Précisément, la période où il a été Premier ministre de Côte d'Ivoire, vous revenez sur plusieurs réformes. C'est vrai que ces réformes vous ont marqué, à vous lire. Oui, ces réformes m'ont marqué parce que personne ne pouvait les imaginer. Et donc, j'ai découvert l'ingéniosité et l'intelligence du Premier ministre d'alors.
Et il fallait renflouer les caisses de l'État. Il s'agissait de réduire le train de vie de l'État. On ne pouvait pas faire une chose et son contraire, vouloir qu'on paye les salaires et parallèlement continuer dans le gaspillage des biens publics. Et la carte de séjour qu'il a instaurée, c'était pour permettre, comme cela est de rigueur dans tous les pays, et c'était pour permettre aux caisses de l'État de pouvoir trouver une embellie. Et une fois l'embellie trouvée, il s'agissait de ne pas se débarrasser de certains fonctionnaires pour réduire la masse salariale, mais plutôt de recruter par exemple des fonctionnaires, mais à un niveau de salaire inégal. Mais mesure transitoire, parce que cette inégalité devait être rattrapée dans le temps. Ensuite, la fin de la gratuité des bus pour les étudiants et des chambres, pour que chaque famille, à son niveau, pendant cette période de crise, puisse prendre part à cette relance de l'économie. Donc voici autant de réformes qui m'ont permis de voir que nous avions affaire à un homme exceptionnel. Et ces réformes sont à saluer. C'est un homme courageux, parce que prendre des réformes à une période où le peuple est déjà dans la rue, je pense que cela demande beaucoup de courage aussi. Mohamed Younous, dernière question. Beaucoup d'ouvrages ont été écrits sur le premier quinquennat, le premier mandat du président Alassane Ouattara. Quelle est la différence avec le vôtre? La différence entre mon ouvrage et ces nombreux ouvrages qui ont été écrits, je ne les ai pas tous lus, mais je dirais que c'est un ouvrage qui est facile à lire déjà. Le vôtre est-il particulier? Je n'aurai pas cette prétention, parce que je n'ai pas fait une comparaison avec les autres ouvrages, mais ce que je dirais aux Ivoiriens, que c'est un ouvrage qui traduit certains faits précis, des faits documentaires, des faits historiques, des faits socio-économiques et qui traversent le temps, comme vous l'avez vu, de 90 à 93 concernant le chapitre 1. Le premier quinquennat qui s'est terminé de façon avec un bilan séduisant, le chapitre 2, et le chapitre 3, vers l'émergence, et le chef de l'État ne cesse de parler de l'Ivoirien nouveau. Nous traitons un peu dans ce chapitre ce que doit être l'Ivoirien nouveau, c'est que chaque Ivoirien doit poser comme action pour pouvoir atteindre cette émergence tant recherchée. Merci beaucoup Mohamed Younous d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'auteur de cette œuvre de 130 pages, Côte d'Ivoire, en route vers l'émergence. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end sur RTI 1. L'information continue sur l'application RTI Mobile.